municipales de Coulommiers-Chamiers par RLP. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission de présentation des listes aux municipales de Coulommiers-Chamiers. La liste de Patrick Capot aujourd'hui, candidat à la mairie de Coulommiers-Chamiers pour les élections municipales du 15 mars 2026. La liste s'appelle Coulommiers-Chamiers, une ville citoyenne, solidaire, écologique. Liste d'union à gauche, composée du PCF, dont est issu Patrick Capot, mais aussi du PS, des Verts, de Place Publique. Donc pour les auditeurs et auditrices qui n'habitent pas à Coulommiers-Chamiers, RLP vous a aussi préparé une carte interactive que vous pouvez retrouver sur le site de RLP en page d'accueil. Et dedans, vous retrouverez la plupart des articles de presse de toutes les autres communes de Dordogne. Et on publiera aussi, bien sûr, les résultats du premier tour et du deuxième tour sur d'autres cartes. Pour les Coulommiers-Rois, vous pourrez écouter cette émission en rediffusion. On a tiré au sort les créneaux. Vous pourrez écouter donc cette heure d'émission de présentation du programme aux dates de rediffusion qui sont le samedi 7 mars à 9h et le mercredi 11 mars à 18h. Et puis il y aura une émission spéciale débat qui est organisée le 10 mars à 14h et qui sera rediffusée le jeudi 12 mars à 8h et le vendredi 13 à midi. Je veux également aussi remercier bien sûr mes collègues Aïda de Gex qui nous a aidé aussi beaucoup pour ses conseils et puis Antoine Ardouin qui fait également aussi la technique vidéo et audio de cet enregistrement. Bien sûr, Émile Tranchon, un grand merci pour la préparation de la qualité vidéo de cet enregistrement. Cette émission est découpée en plusieurs chapitres. Dans un premier temps, nous verrons la présentation de la tête de liste, puis il y aura le listage des programmes, et puis on finira avec une présentation des colistiers, avant de conclure un peu sur cette partie. On passe donc à la partie tête de liste. Les municipales de Coulommiers-Chamiers par RLP. Bonjour Patrick Capot. Bonjour Radio Libre en Périgord. Merci d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que vous pourriez vous présenter votre parcours aux éditeurs et auditrices ? Alors Patrick Capot, j'ai 65 ans. Je suis installé sur la commune depuis 1982, marié, père d'une fille qui est infirmière. Mon épouse a également travaillé sur la commune de Coulommiers-Chamiers, au collège Jean Moulin. Je suis cheminot, aujourd'hui à la retraite. J'ai exercé ma carrière professionnelle aux ateliers du Toulon. Je suis installé sur la commune rue Rhin-Danube, dans le quartier des Hauts-Montdissous. Et vous avez quelques hobbies aussi à partager ? Alors, quelques hobbies, la nature, la culture, j'adore lire, et la cuisine. Donc on va passer maintenant ce que vous allez proposer, les points que vous allez proposer pour votre candidature à la mairie de Coulommiers-Chamiers. Les municipales de Coulommiers-Chamiers par RLP. Donc pour la partie programme, vous avez tous reçu dans vos boîtes à lettres ce dépliant, donc avec 3 pages de programme, 15 chapitrages que vous avez sélectionnés avec votre équipe et une 50aine de points que nous allons prendre dans l'ordre. Donc le premier s'appelle « Bien vivre ensemble ». Le premier point, c'est donc de rétablir le budget participatif de la commune qui n'a pas été gardé. Oui, c'est le conseil départemental qui avait lancé cette initiative, reprise par quelques communes. Le vivier associatif est très important et bien souvent, les moyens qu'ils nous demandent, eh bien, c'est souvent des aides au fonctionnement, c'est souvent des locaux, c'est souvent aussi des mises à disposition. Mais nous, on a pensé que pour qu'ils puissent monter leur propre projet et établir et continuer à établir un lien privilégié avec la commune, eh bien, en nous présentant des projets parfois atypiques ou des projets liés parfois à l'actualité, avec une somme et un budget participatif qui est à disposition des associations. Pour les associations, vous considérez que vous allez faire un suivi des subventions, pas de baisse par rapport aux années précédentes ? Alors nous, ce qu'on tient à dire, c'est que les animations et les associations ont un rôle important, et notamment dans le lien social qu'elles tissent avec la population, mais aussi avec les extérieurs de la commune. Rétablir, maintenir ce lien, sanctuariser les moyens mis à disposition pour les associations, la subvention municipale qu'on attribue aux associations
c'est leur permettre aussi, évidemment, d'agir au quotidien pour animer notre commune. Qu'est-ce que c'est instituer un lien intergénérationnel? Alors, je fais un petit et un retour en arrière concernant cet établissement, l'EHPAD Jean Gallet, un EHPAD qui était destiné à fermer sous gestion privée. Et une bataille, notamment de pétition, nous a permis de maintenir ouvert cet EHPAD Jean Gallet, de l'adosser à une structure publique, puisqu'il était géré par une association qui était en difficulté financière. Donc pour sauver cet EHPAD, nous l'avons adossé et mené la bataille, pétition des habitants à l'appui pour le maintenir ouvert et l'adosser à une structure public. Et donc le lien intergénérationnel, il est important avec notre service culturel, mais aussi avec le centre social. Eh bien, c'est aujourd'hui en travaillant le lien intergénérationnel, c'est-à-dire les plus vieux qui vont vers les résidents de l'EHPAD, ou inversement, les résidents de l'EHPAD qui viennent sur nos lieux de culture, nos lieux d'animation, pour profiter des uns des autres et transmettre ce lien intergénérationnel sur une exposition, par exemple, sur une animation théâtrale, sur de la danse, évidemment appropriée aux possibilités physiques des résidents de l'EHPAD. On passe donc à la rubrique suivante qui s'appelle Santé, offre de soins. Et vous avez parlé de recenser tous les besoins en handicap, par exemple. Recenser ? Eh bien vivre à Coulugné-Chamiers, oui, ça passe aussi par des efforts pour le maintien des personnes à domicile, évidemment, et également repérer les situations de handicap, visibles et invisibles, pour l'accès aux espaces et lieux communaux, afin d'établir des programmes d'action. Là, il y a le rôle irremplaçable du Centre communal d'action sociale et de ses personnels municipaux pour établir ce lien, cette offre de santé et de bien-être, avec la mise en place de moyens pour le renforcement de l'offre de soins, y compris pour le maintien, j'insiste, à domicile, puisqu'on vit mieux en restant chez soi, avec évidemment et en lien avec les partenaires sociaux-médicaux. Et donc en plus on parlait de l'EHPAD par exemple, donc de pouvoir rester chez soi dans de bonnes conditions. Oui, l'EHPAD a une capacité de 44 lits, donc ne peut pas accueillir plus de résidents, et donc il faut aujourd'hui, avec les structures et les partenaires sociaux-médicaux, mettre tout en œuvre pour faire en sorte que les gens puissent vieillir sereinement à leur domicile. Ensuite, pour l'autre point, santé, vous avez indiqué... vous avez quelque chose à dire sur l'offre de santé aussi? Oui. Encore ? Il n'y a pas de déserts médicaux qu'en secteur rural. Aujourd'hui, je rappelle que la population de Coulugné-Chamiers, c'est près de 8400 habitants, et aujourd'hui, nous sommes en manque, et notamment sur la partie bas Chamiers de la commune, de médecins généralistes. Et pour rendre attractif et pour avoir la possibilité que des médecins généralistes et de jeunes médecins généralistes s'installent, eh bien, nous proposons évidemment une offre de locaux, les locaux du pays de la vallée de l'Isle, qui ont été transformés avec l'aide des employés municipaux. Donc c'est un travail qui a été fait en régie pour installer 3 cabinets de médecins généralistes. Nous proposons, dans le cadre de cette campagne, de renforcer également l'offre médicale par l'extension d'un cabinet de soins d'infirmiers qui pourrait être installé dans l'ancien commissariat de police, avenue du Général de Gaulle. Oui, la police nationale, ça est à côté de la poste, là, oui. On passe donc à la rubrique finance. Il y a un gros sujet, fiscalité. Il y a un sujet fiscalité, et évidemment, comme beaucoup de communes, qui notamment développent des services d'aide à la personne, des services municipaux. Je rappelle que si l'on s'en tenait aux strictes compétences obligatoires, eh bien, voirie, école, l'état civil, et on pourrait s'en tenir là. Et compte tenu de la population et de la fragilité d'une partie de la population sur cette commune, des services communaux ont été mis en place. Je pense notamment au renforcement du pôle du Centre communal d'action sociale, mais je pense aussi des services non obligatoires, comme le sport dans les écoles, des services culturels avec un personnel dédié sont mis en place. Évidemment, ça a un coût, et il faut reconnaître que nous ne sommes pas une commune très très riche, comme l'on dit. Et donc, pour le fonctionnement de ces services, eh bien, ça appelle une fiscalité... une gestion saine, comme vous l'écrivez. Voilà, comme nous l'écrivons, avec 2 principes essentiels pour nous. C'est stabiliser la fiscalité,
tout en renforçant la qualité et l'accessibilité des services municipaux. Et vous écrivez aussi protéger le pouvoir d'achat, donc c'est-à-dire baisser aussi le foncier qui est critiqué comme étant très élevé à Coulommiers-Chamiers. Il y a deux choses, évidemment l'accès à nos services, je pense notamment à la restauration scolaire, voilà, donc avec des prix attractifs pour que les élèves puissent avoir accès à des repas de qualité dans nos écoles, et également le foncier. Mais je dois dire que sur la fiscalité, ce gouvernement qui est particulièrement agressif vis-à-vis des collectivités va réduire les moyens d'aide aux collectivités de 2 milliards des baisses de dotation pour les communes et 1,7 milliard pour les intercommunalités. Donc les communes, avec une réduction de cette aide, l'État augmente également les taux de base de la fiscalité. L'augmentation de ces taux de base fixés par l'État conduit mécaniquement à une augmentation des taux d'impôts locaux. Et donc les communes n'ont souvent que pour seule solution compenser cette hausse des taux de base par une baisse de leurs impôts locaux et de leurs impôts fonciers notamment, ce qui conduit mécaniquement à une baisse de la ressource. Voilà, donc il convient de dénoncer le double discours des amis de Thierry Sipierre qui au gouvernement augmentent les taux d'impôts et au plus près des électeurs réduisent les moyens et les ressources des communes. Donc si vous le voulez bien, passons maintenant à l'autre partie de votre programme que vous avez appelé cadre de vie et propreté. Par exemple, le premier point, c'est de végétaliser la commune, mettre en place des jardins partagés et installer des composteurs collectifs. Donc des jardins partagés comme existe Interstice 24. Oui, Interstice 24. J'ai également rencontré une association hier qui propose la récupération de plants et de fleurs, notamment qui fleurissent nos cimetières, pour pouvoir les recomposter, les retraiter, les reconditionner. Oui, la végétalisation de la commune, parce qu'on le voit avec le changement climatique, avec l'évolution aujourd'hui des pics de chaleur, eh bien, il y a un besoin pour le bien-être des Colomiers-Rois, eh bien, de végétaliser la commune. Ça fait partie également de l'embellissement de la commune, des endroits pour pouvoir se poser, se reposer à l'ombre. On a une commune qui est riche d'une partie rurale, qui propose notamment des sentiers de randonnée, qui propose également des quartiers apaisants avec une très belle vue sur la boucle de l'île. Eh bien, il faut pouvoir aujourd'hui remettre de la végétalisation, évidemment, par des plans. On doit être exemplaire sur ce sujet-là et notamment aujourd'hui tenir compte des évolutions climatiques, des normes environnementales pour les appliquer sur nos bâtiments communaux. Alors, on va faire un zoom sur la prolongation de la voie mobilité douce que vous avez écrit dans votre programme. C'est la piste cyclable qui serait la continuité de Churchill pour aller jusqu'au bourg de Coulonniers. Oui, c'est ça. Il faut pouvoir, je crois, avoir de la cohérence quand on propose des schémas de circulation par quartier, mais aussi pour traverser la commune, si on veut faire que les modes de déplacement doux cohabitent et coexistent avec les circulations des 4 roues, voire des 2 roues. Donc, par cohérence, nous souhaitons, depuis les berges de l'île, permettre cette continuité de mode de déplacement doux depuis le bas de l'avenue Churchill pour toute la traverse via cet axe de circulation jusqu'au bourg, prolonger cette voie à mobilité douce qui permet d'aller jusqu'aux 4 routes et ensuite rejoindre la route de Marival où, grâce au Grand Périgueux et les investissements qui ont été réalisés, en continuité depuis le bas de la commune, pouvoir traverser la commune et rejoindre cette voie mobilité douce, la route de Marival, pour rejoindre la partie ouest de l'agglomération, notamment sur Marsac. Et sur le chemin de halage, vous comptez aussi faire une voie de mobilité douce ou pour accéder au silo également? Toujours pareil, au silo, là aussi, de la cohérence. Il faut donner de la cohérence au déplacement. Et dans ce quartier du Bas-Chamiers, au silo, une passerelle est prévue pour relier le silo au sans réserve, pour traverser et rejoindre les berges de l'île dans la partie ouest de Périgueux. Et là aussi, nous comptons étudier et faire la proposition d'une voie qui permettrait, le long des berges de l'île,
de traverser également une partie du Bas-Chamier pour rejoindre cette passerelle. Je pense également à une troisième piste qui ne débouche sur rien actuellement, c'est l'avenue des Frères Marty depuis l'avenue Churchill. Une voie à mobilité douce a été édifiée grâce à des investissements réalisés également avec le Grand Périgueux. Et donc, on est en train, et on propose, que cette voie puisse poursuivre dans les quartiers, notamment en dessous de la rue Louis Blériot et vers la rue Richelieu. Vous avez noté une mise en place d'un schéma de circulation dans les quartiers et en concertation avec la population. Comment ça va s'organiser ? La commune de Coulommiers-Chamiers est ainsi faite que le maillage de cette commune est constitué de quartiers et pour les relier les uns aux autres, il ne faut pas que les avantages ou les aménagements de voirie des uns posent des problèmes aux autres et par cohérence, et pour avoir de la cohérence dans les modes de déplacement, dans les schémas de déplacement et de circulation, il conviendra, je crois que c'est les principes de la démocratie, de consulter les habitants des quartiers. Ce sont eux les usagers qui connaissent le mieux leur quartier et qui pourront nous aider en les consultant à établir des schémas de circulation cohérents. Quand on investit plus de 3 millions et demi dans les travaux et le cadre de vie, l'entretien de la voirie et du patrimoine, il vaut mieux avoir l'avis des habitants du quartier pour réaliser des choses non contraignantes mais mis en place avec l'assentiment des habitants du quartier pour que cela fonctionne. Donc passons à la rubrique école, vie scolaire et périscolaire. Il y a aujourd'hui les modes de vie et on le voit, les horaires parfois atypiques de certains parents nous conduisent à développer et à mettre en leur service ce qu'on appelle un service périscolaire d'accueil de la petite enfance pour pouvoir y confier leurs enfants avant une ouverture d'école. Donc c'est aussi là du personnel, c'est aussi une action spécifique et un gros service qu'on dédie également à l'accueil de nos élèves et à l'accueil de nos enfants avant la vie scolaire. Une priorité également à l'éducation populaire, en la plaçant au cœur des activités de l'école pour développer l'apprentissage et la réussite scolaire. Un accompagnement également en lien avec le tissu associatif pour les familles dans le cadre des 1000 premiers jours de l'enfant. On sait que ces 1000 premiers jours suscitent chez l'enfant, c'est l'éveil, c'est la sociabilité. Également, ce qui nous tient à cœur, c'est la préservation de la qualité avec les repas bio à base de produits locaux qui sont élaborés par les employés municipaux qui travaillent dans nos cuisines. Il y a des pourcentages pour la part de bio, c'est dans le label Écossaire et puis territoire bio engagé. Oui. Donc quel pourcentage vous comptez viser ? Tout à fait, le plus possible. Si 70 ou 80% de repas peuvent être élaborés, il faut également des fournisseurs qui puissent accéder à la demande. Donc pour cela, aussi en partenariat, puisqu'il y a des communes qui ont mis en place ce qu'on appelle des fermes. Vous l'avez mis, il y a aussi dans le point développement économique où on retrouve aussi les AMAP, les associations de maintien à l'agriculture paysanne qui sont citées, et des fermes de maraîchage qui pourraient alimenter les cantines scolaires. Oui, également, on a sur... À quel endroit ? On a sur le Bas-Chamier des pépiniéristes qui ont cessé leur activité. Donc on a également la possibilité par des jardins partagés, évidemment avec le partenariat du silo, regarder comment on peut mettre en place ces fermes maraîchères ou en réseau avec d'autres communes qui appliquent déjà et qui ont déjà les fermes maraîchères. Je pense notamment à Razac, qui est une commune qui a une riche expérience et qui a mis en place ces fermes maraîchères pour proposer à notre restauration, notre service de restauration, un approvisionnement local, circuit court et en bio. Sur l'aide aux devoirs, nous savons pouvoir compter sur les associations locales. Je pense notamment au foyer laïque d'éducation populaire, qui est une section et des personnels bénévoles qui pratiquent l'aide aux devoirs. On le voit aujourd'hui, il y a des enfants qui arrivent fatigués dès le matin à l'école. Donc, dans le cadre des activités périscolaires, nous souhaitons évidemment pouvoir intervenir, notamment par la proximité et les compétences de ces personnels-là qui peuvent
aujourd'hui voir comment les enfants réagissent par rapport aux addictions. Je pense aux addictions, notamment aux addictions des temps d'écran qui dérèglent l'horloge biologique des enfants. Et il faut beaucoup de vigilance là-dessus. Donc ça passe par un accompagnement avec une lutte contre ce harcèlement et ces addictions, mais également un accompagnement pour un sommeil réparateur et également une meilleure nutrition. Passons, si vous voulez bien, maintenant à la sécurité, tranquillité publique. C'est cet axe que vous avez choisi aussi avec 3 points. Un programme pluriannuel de réfection de la voirie. Ça permet de voir sur le long terme les stationnements, par exemple. Nous, on pense que la sécurité, c'est pas seulement une affaire de présence de police municipale ou de police nationale, mais une des premières sécurités, c'est aussi de pouvoir, en cheminant dans sa commune par les trottoirs et les routes, d'être évidemment en sécurité et de circuler en totale sécurité sur sa commune pour accéder aux services, pour accéder au commerce. Voilà, et donc ça passe par un programme pluriannuel de voirie, de réfection de voirie. On ne peut pas, et on a trop souvent fonctionné de manière aléatoire avec des travaux décidés un petit peu au dernier moment. Donc il faut pouvoir, sur un mandat, en concertation avec les habitants et aussi en tenant compte de nos possibilités financières, mieux prévoir les travaux de voirie par un plan pluriannuel de réfection de voirie et de trottoirs. Et j'ajoute également que quand émergent aussi des quartiers, qu'on le voit à Créavalais, quand il y a des investissements lourds et quand il y a des transformations sur une partie de la commune, notamment avec nos zones d'activité économique, eh bien relier ces zones d'activité économique, accueillir la circulation et accueillir le flux de voitures qui abonde dans ces zones d'activité économique, eh bien ça suppose qu'à la périphérie, nous, dans nos quartiers, on puisse sécuriser ces quartiers et préserver le calme et la quiétude dans nos rues. Et j'ajoute également que cette commune a une particularité, c'est qu'elle est aussi rurale que citadine. Et il faut donc, et elle accueille également beaucoup de transit, puisqu'elle est située au carrefour des routes RN21, l'autoroute et le RD 6089. Passons aussi aux autres points à sécurité. Est-ce que vous avez noté renforcer la présence humaine et redéfinir le rôle des policiers municipaux? Qu'est-ce que ça veut dire redéfinir et puis renforcer? Est-ce que vous comptez recruter de nouveaux agents municipaux? Alors, sur le mandat, il faudra renforcer les effectifs par du recrutement des policiers municipaux, puisque pour maintenir une vacation, il faut 2 ou voire 3 agents selon le cas. Il faut un véhicule dédié. Ensuite, on n'intervient pas pareil dans les milieux plus ruraux ou l'environnement plus rural que l'environnement purement citadin. Donc, pour que ces agents municipaux et ces policiers municipaux puissent bien remplir leur mission, il faut également une bonne coordination avec la police nationale. Donc, il faudra, sur le mandat, recruter des agents. Nous pensons aussi, parce qu'il y a une partie rurale importante sur la commune, à affecter un agent en transformant son emploi et en le faisant évoluer, notamment en garde champêtre, pour évidemment intervenir sur la partie qui lui sera plus dédiée, les parties plus champêtres. C'est la surveillance des chemins de randonnée, c'est la surveillance des accès à la commune, c'est la surveillance de nos bois, de nos vallons, de nos chemins ruraux. Il existe aussi des intrusions ou les fréquentations de chemins pédestres qui sont destinés à la promenade, à la tranquillité et qui sont parfois envahis par des véhicules motorisés. Je rappelle qu'il y a 4 à 5 grandes boucles pédestres sur notre commune et donc avoir un œil sur ces secteurs-là et pouvoir intervenir par des moyens appropriés, des véhicules appropriés et une compétence particulière. Donc un poste de garde champêtre sera créé. J'ajoute que sur la sécurité, on le voit, le maire sortant, Thierry Sipierre, ne pouvait pas ignorer la fermeture du commissariat de secteur à Coulugné-Chamiers. À la signature du contrat de sécurité intégré
il était prévu le rattachement de ce commissariat de secteur, situé dans les anciens locaux de la Poste, je le rappelle. Il était prévu de rapatrier les effectifs de ce commissariat de secteur au commissariat central de Périgueux. Donc 2 commissariats de secteur ont fermé, celui de Boulazac et celui de Coulommiers-Chamiers. Donc déjà la perte d'un service public sur la commune, d'une mission régalienne de l'État qui incombe à l'État avec la police nationale, et donc nous devons évidemment renforcer par des moyens humains, par des effectifs de policiers municipaux qui n'ont pas, je tiens à le dire, qui n'ont pas les compétences de la police nationale, mais qui, en appui, en collaboration avec la police nationale, doivent intervenir sur la commune. Également, la vidéosurveillance est quelque chose qui est appelé à évoluer. Leur avis, et je crois qu'aujourd'hui, on doit avoir une réflexion sur l'installation de moyens audiovisuels de surveillance. Je pense notamment aux entrées et sorties de ville, qui doivent faire l'objet d'une vidéosurveillance. Pour le transport maintenant, mais par exemple sur la navette ferroviaire, et donc là c'est plutôt à la région avec laquelle il faut dialoguer. C'est à la région et c'est aussi à la SNCF, et je crois que quand on a la chance d'avoir sur notre commune un axe ferroviaire, il faut aussi se battre, il faut être vigilant pour maintenir et participer, je crois, à toutes les mobilisations qui concourent à maintenir le transport ferroviaire. Donc nous, ce que nous demandons, et nous appuierons les syndicats de cheminots dans cette démarche-là, mais aussi en appelant à l'aide de la population pour le maintien intégral de la navette ferroviaire qui va de Mussidan à Niversac, dans un vrai service public ferroviaire, et son intégration dans la convention régionale, puisque la région est autorité organisatrice du transport ferroviaire. Également le retour d'un financement d'État solide, puisque c'est le principe du service public, pour garantir les continuités des dessertes. C'est d'abord un maillage équitable, une péréquation tarifaire, et ça passe aussi avec des statuts de personnel et le maintien de la présence humaine et des cheminots pour permettre ce service public. Une réorientation donc claire des fonds publics vers les besoins de la population, pas vers les profits privés, et notamment permettre le développement de la navette ferroviaire. Ça passe par des investissements sur la signalisation et sur la modernisation de notre infrastructure ferroviaire. Donc ça ne peut se faire aussi, et nous avons de la chance sur la commune d'avoir un atelier, l'atelier voie de Chamiers, qui lui est compétent pour intervenir sur la remise en état et la modernisation du réseau classique et de cette étoile ferroviaire de la Dordogne. Et pour être complet sur la navette ferroviaire, nous souhaitons même que puisse être discutée son extension vers Thiviers, parce qu'il est intéressant d'avoir une circulation ouest-est, mais également un axe, l'axe Périgueux-Limoges ou Limoges-Périgueux, depuis Thiviers. Cette navette ferroviaire pourrait aussi drainer un flux d'usagers vers la ville-centre. Donc vous parlez aussi d'une halte ferroviaire pour desservir le silo. À cette halte ferroviaire située au Bas-Chamiers, qui existe, qui permettait aux cheminots qui travaillaient à l'atelier voie de Chamiers de s'arrêter à proximité de leur lieu de travail. Et aujourd'hui, on le voit avec notamment l'édification du silo et la mise en œuvre de ce formidable outil culturel. Peut-être que puis des villes ou des gares comme Mussidan, Saint-Astier, qui peuvent se rendre sur les manifestations organisées par le silo, et ainsi s'arrêter et permettre le désenclavement de cette partie de la commune qui aujourd'hui reste enclavée. C'est un accès par l'avenue de l'Aide de Tassigny qui est cul-de-sac. Donc le rail est une solution au désenclavement plutôt que d'utiliser le tout-voiture. Dans la partie mobilité, on peut aussi parler de la tarification, donc la gratuité de Péribus, qui est un point que, au Grand Périgueux, d'autres communes souhaitent faire pendant ces campagnes municipales. Et le transport Péribus est financé essentiellement par une contribution des entreprises via le versement de transport. Et donc la billetterie ne représente que 10 à 13% des recettes qui abondent pour Péribus.
Oui, c'est une proposition que nous mettons sur la table, la gratuité des transports, pour le rendre évidemment encore plus accessible, pour le rendre attractif. Et nous comptons ne pas évidemment être isolés sur cette question-là. Et je remarque aussi que c'est une proposition qui fait partie de la liste de gauche menée par Éric Lavitola sur Périgueux. Et je crois que on est plus fort à plusieurs communes si l'on peut porter cette proposition de gratuité au Grand Périgueux pour demain rendre Péribus encore plus attractif. Le développement économique et emploi, c'est la rubrique suivante avec beaucoup de choses à dire. Et il y a aussi le maintien des commerces. Beaucoup de commerces sont fermés, notamment à l'avenue du Général de Gaulle. Je crois que pour rétablir, évidemment, et faire en sorte que cette commune reste attractive pour l'installation de commerces de proximité, il faut aussi, je crois, et je suis même certain, avoir une réflexion dans le cadre du Grand Périgueux qui a la compétence économique, ne l'oublions pas. On ne peut pas concevoir l'extension sans fin des zones d'activité économique à la périphérie des villes. Cette extension et ces créations de zones d'activité économique et notamment de commerce aspirent, on le voit, et portent atteinte au tissu des magasins de proximité et du commerce de proximité. Il faut donc, je crois, aujourd'hui repenser notre façon d'installer les commerces et les rendre accessibles et au plus près des consommateurs dans les centres-villes. Et pour cela, nous, un adjoint dédié avec une délégation au commerce, à l'artisanat, pour être en permanence auprès des commerçants, en l'écoute et en soutenant leurs propositions pour maintenir de l'activité commerciale, de l'activité artisanale dans notre ville. Il y a aussi, vous avez noté dans la partie économie, la création d'une halle donc à côté de l'église au bourg de Coulonniers. Et je pense que comme c'est sur les deux programmes des deux candidats, que c'est quelque chose qui a été beaucoup demandé. C'est demandé parce que le dimanche, on le voit, les gens tiennent aujourd'hui et ça fait partie du mieux consommer, du bien manger. Les gens sont également demandeurs d'installation, de marché. Donc nous avions créé ce marché il y a maintenant 19 ans avec Michel Dasseux, ce marché du bourg, ce marché dominical. Et on se rend compte que pour faire évoluer, pour que le rendre un peu plus attractif et pour que les chalands soient dans de meilleures conditions de vente, créer ou installer une halle. Là aussi, ça doit se faire par de la concertation. Également, s'attacher le concours d'un architecte, parce qu'on ne pose pas comme ça devant un monument classé. Je rappelle qu'il y a l'église Saint-Michel au bourg. On ne pose pas une halle n'importe comment. Et il faut assurer le stationnement. Donc c'est quelque chose qui doit être pensé. Il y a 3 possibilités. Également sur une partie un petit peu plus haute du bourg, vers les commerces. Il y a également une possibilité sur la place Yves Perron. Et il y a une 3e possibilité sur la place des Justes, où nous devrons avoir une réflexion pour l'installation d'une halle commerciale pour ces marchés dominicaux, ou accueillir d'autres manifestations de la commune d'ailleurs, qui sont organisées par le comité des fêtes. Et donc avoir une concertation et avec le comité des fêtes, les habitants, et surtout en s'attachant au concours d'un architecte. Alors continuons, il y a le dernier point sur la partie développement économique qui est une clause pour les chantiers d'insertion dans les appels d'offres de la mairie. Oui, il y a une obligation aujourd'hui d'avoir cette clause d'insertion sur des projets, des investissements. D'ailleurs, je rencontrerai dans le cadre de cette campagne la présidente de l'association 3S. Également, j'ai prévu de rencontrer le président de l'association du chemin, parce que nous avons besoin d'échanger avec eux sur aujourd'hui la possibilité d'offrir dans le cadre d'investissement ou de réalisation ou dans le cadre d'entretien de bâtiments, de voir comment remettre le pied à l'étrier pour une population qui est un petit peu en rupture par des travaux. Donc passons à la rubrique suivante qui est la rubrique culturelle, où Coulonnier-Chamiers a beaucoup d'activités à proposer et vous comptez donc préserver, donc maintenir les dépenses sur le point de vue culturel dans un premier point. Oui, ce n'est pas une compétence obligatoire, mais nous avons un service culturel à la ville de Coulonnier-Chamiers avec un lieu dédié. Et nous, à l'heure où la culture est attaquée de toutes parts, nous nous engageons à la préserver, à permettre aux artistes
permettre à l'artisanat d'art de pouvoir s'exprimer et leur offrir un lieu avec une programmation culturelle. Donc ça, c'est quelque chose que nous tenons à pérenniser. Nous tenons également à le faire pour que, avec de la médiation culturelle, des publics qui n'ont pas accès à la culture ou qui ne prennent pas le temps peut-être de se rendre sur des lieux culturels puissent y avoir accès, puissent être accompagnés pour apprécier une exposition, pour apprécier la confection des œuvres d'art. Et également, on a la chance d'avoir un pôle des cultures urbaines important qui s'implante avec le silo sur la partie basse de la commune, et bien voir comment, en lien avec des associations, par convention, je pense notamment avec la compagnie Oui-Dire, permettre que ces associations culturelles puissent continuer à animer le territoire et les quartiers de notre commune. Il ne faut pas que le prix, il ne faut pas qu'également ce soit un frein à l'accès à la culture. La culture, c'est quelque chose qui est essentiel pour l'épanouissement personnel de l'être humain, pour pouvoir faire en sorte que les gens se rencontrent. Rencontrer un artiste, c'est souvent s'éveiller à des pratiques culturelles, ou c'est souvent aussi rêver, être transporté ailleurs quand on n'a pas la chance de voyager, quand on n'a pas la chance d'accéder à des grands musées. Eh bien, nous, on souhaite qu'il n'y ait pas de frein concernant les prix ou l'accès à des manifestations culturelles ou à des expositions. Donc oui, maintenir la gratuité, c'est aussi du pouvoir d'achat préservé pour les Colomiérois, et c'est aussi une façon de reverser et d'utiliser la fiscalité qui permet de maintenir et de faire fonctionner un service culturel, aussi au travers de la gratuité, une part de fiscalité reversée aux Colomiérois. Passons maintenant donc à la partie environnement. Vous avez aussi mis un point sur des réflexions sur l'agenda 2030. Dans cet agenda, il y a plusieurs volets, évidemment. Un volet social, un volet économique, un volet environnemental. Voilà, se conformer à cet agenda-là, c'est aujourd'hui tenir compte des évolutions climatiques, des incidences de l'évolution du climat sur l'économie. C'est faciliter les modes de déplacement écologique, sentiers, vélos, par des voies à mobilité douce, les transports en commun et les parcs relais de covoiturage, puisque je rappelle, la commune est équipée de parcs relais du côté de Créa-Vallée, mais également du côté de Mérillé. Il faut donc optimiser et faire en sorte que ces parcs relais soient mieux utilisés. Et également préserver la ressource en eau. Est-ce que ça va avec la régie publique de l'eau, qui est un des points que certaines associations ont envoyé? Il y a eu pas mal d'associations qui ont envoyé des demandes aux listes municipales, et notamment l'association Attaque 24 qui dit que la gestion de l'eau potable et la régie publique est un point aussi important. C'est un point évidemment essentiel, important. Là aussi, les élus ne maîtrisent pas forcément tout, et je crois qu'il est essentiel de confronter avec ces associations sensibles à l'environnement, pour pouvoir avec eux examiner. On a une ressource en eau qui est par le biais de la source des Moulineaux, donc préserver et la qualité et l'accessibilité à un droit fondamental, celui de disposer de l'eau et de l'eau courante, et bien la gérer. Et évidemment, il y a des réflexions sur la gestion, sur la reprise en régie publique. Ça se fait dans notre commune. Je ne crois pas que ce soit à l'ordre du jour, mais nous avons besoin de confronter avec ces associations-là pour une meilleure utilisation de nos ressources et une meilleure gestion de nos ressources. Passons donc à la rubrique sport jeunesse, où il y a 3 points que vous avez notés aussi. Soutenir les clubs sportifs, encourager le sport santé aussi. Oui, le soutien au club sportif, c'est essentiel. Ça fait partie d'une vie et de l'animation sur une commune. Nous avons d'abord 2 clubs omnisports, que sont la SPTT et le club omnisport de Coulognier-Chamiers, le COQ. Il faut évidemment encourager et pérenniser leur activité en leur offrant des structures qui permettent le développement, qui permettent de maintenir aussi les calendriers sportifs qui sont souvent serrés, et on le voit. J'ajoute que nos installations sont aussi mises à disposition des élèves et du lycée agricole. Voilà, donc c'est des moyens que consent la commune pour l'entretien de ces installations et la mise en disposition en état avec
des sommes importantes allouées. C'est 311 000 euros pour la vie associative, c'est 3,4 millions pour des travaux, l'entretien de bâtiments. Voilà donc un programme de maintien en état de nos installations sportives par des moyens avec notamment l'intervention des employés communaux. Vous avez aussi noté la réfection des vestiaires du stade des Quatre-Routres, qui est à côté, dans la rue du dojo départemental. C'est un point qui se retrouve dans les deux programmes sur les deux listes qui se présentent. C'est quelque chose qui va être fait, j'imagine. Mais parce que c'est une installation évidemment qui a un certain âge, et donc pour pérenniser l'utilisation de cette installation, permettre que les clubs sportifs et notamment le foot puissent tenir son calendrier de manifestations sportives, on a besoin de maintenir en état cette structure. Ça passe par la réfection de ce vestiaire. Ça peut d'ailleurs faire l'objet dans le cadre de la clause d'insertion. Les clubs, évidemment, nous les recevons, et ça fait partie d'un point de notre début de mandat. Si nous sommes élus majoritairement, c'est d'abord une rencontre avec les associations de la commune pour faire le point avec les présidents, avec les bureaux des associations et recueillir leurs attentes. Notamment en ce qui concerne la partie sportive, dans le cadre de l'ANRU, un des derniers volets de l'ANRU, c'est l'édification d'un gymnase en face, le collège Jean Moulin. Sans l'aide de l'ANRU, sans l'aide des financements croisés, dans le cadre de cette agence nationale de renouvellement urbain, nous n'aurions pu édifier et nous ne pourrions édifier ce gymnase. Je rappelle que ce soit le gymnase de la SPTT, qui date des années 70, le gymnase Jean Moulin, un petit peu plus récent, des années 80, eh bien, ils atteignent aussi leurs limites et leurs limites de capacité d'accueil. Et donc, c'est pour permettre à nos écoles, pour permettre à nos clubs, dans ce quartier politique de la ville, de pouvoir pratiquer. Eh bien, oui, on a prévu l'édification d'un gymnase sur cette partie de la commune. Passons à l'autre rubrique que vous avez appelée citoyenneté et solidarité. Et puis on traitera aussi juste après, en même temps, le SMD3 et la gestion des déchets. Donc là-dessus, vous indiquez favoriser l'éclosion d'une réserve citoyenne. Qu'est-ce que vous voulez dire par réserve citoyenne ? Eh bien, l'éclosion d'une réserve citoyenne au profit des échanges des savoirs intergénérationnels dans tous les domaines. Il y a aujourd'hui des colomniéroises, des colomniérois aujourd'hui, quand survient un événement particulier, ça peut être aussi une catastrophe, ça peut être aussi la mise à disposition de compétences que possèdent des gens pour permettre d'avoir un panel de citoyens qui soit au service d'actions de transmission de savoir, que ce soit l'action d'animation, que ce soit des actions peut-être plus humanistes. Eh bien, ce panel de citoyens pourrait être recensé et mis à disposition comme ça dans le cadre de savoir intergénérationnel dans tous les domaines. Donc c'est aussi ce qu'on peut appeler une assemblée citoyenne ? Une réserve citoyenne. Une réserve citoyenne ? Voilà, une réserve citoyenne de bénévoles qui acceptent par leurs compétences et par leur disponibilité d'être utiles et d'aider les autres. Je pense notamment quand il peut y avoir c'est arrivé, des coups durs, voire des intempéries, et bien savoir pouvoir compter aussi sur cette réserve citoyenne. Qu'est-ce que vous pensez alors du référendum d'initiative citoyenne qui est dans le sujet des municipales partout en France, quelque chose qui prend de plus en plus d'importance, alors surtout dans les grandes communes? Est-ce que vous comptez mettre en place une pétition sur le site de Coulonges-Chamiers qui a la possibilité de faire des pétitions en ligne? Mais également quand on est confronté à des investissements lourds, quand il y a, je crois, quand surviennent des événements particuliers sur la commune. Je pense notamment au débat actuellement qu'il y a au sujet du SMD3, au sujet du traitement des déchets et de la gestion des déchets. Eh bien, peut-être, pourquoi pas, associer les citoyens à des décisions, ou en tout cas, avant de prendre une décision, prendre l'avis des citoyens. Oui, dans le cadre... Les référendums d'initiative citoyenne permettent aux habitants en fait, des communes de pouvoir se positionner et dire on est nombreux
pour cette proposition. Et vous avez parlé justement du SMD3. On a reçu sur cette antenne l'association Lutte Déchets 24 qui propose 4 points à proposer à toutes les listes. Et donc il y a le moratoire qui se retrouve aussi dans la rubrique déchets, annuler la redevance incitative et l'ouverture des points d'apport volontaire. Donc là-dessus, vous êtes d'accord avec les propositions de l'association Lutte Déchets 24 ? Oui, on a vu comment aujourd'hui la redevance incitative rend impossible toute tarification sociale. Et ça, je tiens à le dire, malgré les efforts, il faut saluer la démarche de la sénatrice Marie-Claude Varayas qui a porté jusqu'au Sénat la possibilité d'appliquer cette tarification sociale pour faire évidemment baisser les tarifs et permettre l'accès aux points d'apport volontaire d'une partie de la population. Eh bien, cette redevance incitative, on a vu que notamment la majorité de droite au Sénat s'y est opposée. Il faut donc aujourd'hui, je crois, remettre tout sur la table. Et évidemment, on voit que le passage de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères avec la redevance incitative a induit des hausses de factures importantes. Et donc, nous demandons un moratoire sur l'application de cette redevance incitative. Et pour que ça reste incitatif, justement, eh bien, il faut une tarification qui permette l'accès au PAV ou en tout cas l'accès aux déchetteries. Nous ne sommes pas seuls et nous ne sommes pas isolés sur ce volet. Je note que la ville de Périgueux demande également un moratoire, demande un accès illimité aux points d'apport volontaire. Et nous sommes aussi pour des composteurs qui permettraient de biodéchets mis à disposition dans les quartiers, évidemment avec tout l'entretien que cela nécessite, qui permettent d'alléger les apports au PAV. Donc en fait vous respectez oui. bien sûr l'ouverture illimitée, le moratoire. Voilà. L'ouverture illimitée aussi le moratoire. Dans un des points qui a été indiqué aussi par l'association Lutte Déchets 24, c'est aussi la mise en place de composteurs. Donc enfin vous l'avez mis aussi les biodéchets. Hein. La redevance incitative a aussi posé évidemment des coûts d'accès trop élevés. Je pense notamment aux nounous agréés. C'est pas supportable de voir et comment penser que une maman qui vient retirer évidemment ou chercher son petit auprès de la nounou reparte avec une poche remplie de couches. Je pense également, avec le vieillissement de la population, aux personnes incontinentes ou atteintes de maladies qui peuvent, là aussi, ça grève aussi de manière importante leur budget pour l'accès aux déchets et aux ordures ménagères. Il faut donc ce moratoire et pouvoir aujourd'hui, dans le cadre de la loi, instaurer une tarification sociale. Dernier point donc sur la partie citoyenneté et solidarité, c'est une accession à l'habitat, donc dans la partie plutôt solidarité là, et l'aide aux personnes âgées. D'abord il faut, je crois, sans l'ANRU aujourd'hui, l'habitat collectif sur cette commune serait désastreux. Il faut bien avoir conscience que l'habitat, c'est un droit fondamental. Le droit au logement est un droit fondamental pour tous les habitants et notamment pour les Colombiérois. Donc grâce à l'ANRU, nous avons pu, et dans le cadre de ce projet, renouveler 364 logements et donc maintenir une offre d'habitat à l'habitat collectif sur la commune, mais également avec d'autres partenaires, avec des lotisseurs privés et l'aide aux personnes âgées pour pouvoir rester et vieillir à son domicile quand on a travaillé toute une vie pour maintenir son habitat, pour se maintenir dans sa maison. Eh bien, il faut pouvoir accompagner le vieillissement des personnes âgées et le maintien à domicile. Ça passe par des partenariats avec évidemment des partenaires avec le Centre communal d'action sociale notamment.
Passons donc à la dernière partie qui est le quatrième axe nommé service public, renforcer avec comme premier point, renforcer la qualité et l'accessibilité des services en rattrapant les sous-investissements. Il y a eu des sous-investissements dans les services publics. Eh bien, chaque fois que on veut, et notamment sur ce mandat-ci, on l'a vu, l'équipe s'efforce de réduire la dépense publique et réduire les dépenses de fonctionnement. Cette réduction de dépenses s'accompagne de réduction d'effectifs, donc on le voit. Moins de personnel sur la voirie, avec les conséquences, c'est une dégradation de celle-ci, et moins de personnel, notamment dans des services petite enfance, voire des services techniques. Il faut donc aujourd'hui maintenir cette offre de services publics pour maintenir un haut niveau de service sur la commune. Et ça, une fiscalité équilibrée et stabiliser la fiscalité doit nous permettre de renforcer la qualité et l'accessibilité des services municipaux. Oui, et puis on peut aussi dire que dans ce point service public, vous parlez de respecter, responsabiliser tous les agents municipaux, mais vous avez indiqué aussi donner un cap et un sens à leur travail. C'est plus de concertation avec eux sur leur motivation, par exemple? Mais d'abord, nous, concernant les employés municipaux et les organisations syndicales, leurs représentants syndicaux, nous répondrons à un questionnaire qui nous ont adressé. Et nous sommes attachés au service public territorial et nous sommes attachés au statut des personnels. Voilà, donc faire en sorte que la précarité ne s'installe pas dans les services publics municipaux. Également, dès notre installation, nous travaillerons à préparer avec eux, dès le début du mandat, un projet d'administration et remettre à jour ces projets d'administration qui permettent aussi un lien avec tous les services municipaux. Et enfin, un dernier point, c'est aussi le transport à la demande. Mais il y a deux aspects. Il y a l'aspect, évidemment, service à la personne, et puis il y a l'aspect des services également pour l'enlèvement de déchets. Donc, la création de services à la demande, eh bien oui, quand il y a une manifestation, comme on a une commune étendue, il y a aussi la nécessité de transporter des personnes sur des lieux de manifestation. Et donc, transport à la demande avec nos minibus, avec nos personnels, devra être mis en place. Nous, on s'engage à effectuer ces transports à la demande pour que l'accès aux manifestations soit permis à tous. Et également, nous rétablirons l'accès à des bennes dédiées aux déchets verts, qui est un service de transport que nous avions organisé. Nous sommes équipés de bennes mises à disposition pour les particuliers. Bien oui, quand ils font de la tonte, quand ils taillent leurs arbustes, leurs haies, de pouvoir mettre à disposition ces bennes avec les services municipaux pour qu'ils puissent déposer leurs déchets verts et ensuite nos services les achemineront ces déchets vers les déchetteries. Les municipales de Coulommiers-Chamiers par RLP. Vous avez reçu donc dans vos boîtes aux lettres ce dépliant et il y a donc tous ces colistiers. On va aussi indiquer dans ce listage des conseillers municipaux ceux qui auront la compétence de siéger au Grand Périgueux, à l'agglomération. Alors Valérie Parra, donc, qui est inspectrice principale des finances publiques, qui habite sur la partie plus est de la commune, du côté de l'avenue Pestour. Voilà, qui est en numéro 2, numéro 2 sur cette liste. Je tiens à dire d'abord que ces candidats pour une ville citoyenne solidaire et écologique composent une liste de donc 30 personnes, 29. Il y a 29 conseillers municipaux à élire et on a une personne suppléante en fin de liste. Donc le premier tiers de la liste, ou un tiers de la liste, pardon, se compose de candidats qui ont une expérience d'anciens élus et qui ont aussi une solide expérience en matière d'intervention municipale, en matière politique, qui sont aussi des acteurs
politiques, des militants politiques qui sont encartés, d'autres sont encartés, d'autres non. Un autre tiers également de candidats qui sont issus du milieu associatif, qui participent, qui sont de plein pied dans leur vie, dans la vie et dans l'animation de la commune. Et enfin, un troisième tiers qui est composé d'un panel de candidats qui n'ont pas spécialement d'expérience municipale, mais qui, eux, parce qu'ils habitent la commune, parce qu'ils habitent des lieux ou des quartiers pertinents de la commune, nous aider et dans notre réflexion et dans la mise en œuvre de notre projet et de notre programme municipal. Et il y a ensuite, en troisième position... En troisième position, Philippe Gory, 55 ans, qui est syndicaliste, inspecteur des finances publiques, qui est élu sortant à mes côtés. En quatrième position, Claude Deramchi. Claude a 67 ans, mais qui est monitrice éducatrice retraitée, qui a également une expérience de conseiller municipal et qui a été même maire adjoint sous les mandats de Jean-Pierre Roussary. Ensuite, Claude Deramchi, donc qui sera au Grand Périgueux. Vous pouvez citer ces personnes qui ont été sélectionnées pour siéger au Grand Périgueux. Et sur Philippe Gory, qui est venu en studio, je dois te dire que parmi toutes les associations qui ont proposé des idées et puis des propositions au municipal, il y en a une qui est située à Coulommiers-Chamiers, et donc c'est l'association Couleurs Citoyennes, où tout habitant de la commune de Coulommiers-Chamiers pouvait proposer des idées. Que pensez-vous des 120 idées qui ont été listées par Couleurs Citoyennes ? Alors, nous sommes inspirés et nous avons travaillé avec Couleurs Citoyennes et notamment à partir de thèmes et notamment de journées de réflexion sur les thèmes et les compétences d'une municipalité en ce qui concerne la vie culturelle, la voirie, l'écologie, le budget municipal, santé, bien-être, les déchets domestiques. Nous nous sommes aussi appuyés sur cette expertise et j'ai moi aussi participé à ces travaux de réflexion et d'idées qui ont permis également d'étayer notre programme, et certaines idées ont été reprises dans le cadre de des propositions qui sont soumises au vote des Coulommiers-Rois pour ces municipales. Donc on peut lister ensuite, après Claude Deramchi, il y a aussi David Bernard qui sera aussi à l'agglomération. Alors, en cinquième position. Voilà, David Bernard, 56 ans, qui est un adjoint technique territorial, qui, si nous sommes majoritairement élus, siégera au Grand Périgueux et qui, lui, habite sur la partie basse de la commune du Bas-Chamiers. Ensuite, Catherine Méniel, 67 ans, contrôleur des finances publiques retraité, qui siégera également au Grand Périgueux, si nous sommes élus majoritaires. Elle habite le quartier de Bellevue, qui est ce lotissement sur le plateau de la commune, sous la rue Édouard Michel. Ensuite, Abdelhamid El Mouefak, 69 ans, maître de conférence à l'université, qui est retraité, qui sera élu également au Grand Périgueux, si nous sommes majoritaires. Abdelhamid a déjà une solide expérience en matière de finances municipales, s'il était adjoint aux finances sous les mandats de Michel Dasseux et Jean-Pierre Roussary, et également dans la mise en œuvre du projet d'administration de nos services. Et l'élaboration de ce projet se fera avec ses compétences. Donc lui habite sur la partie plutôt centrale de la commune, le chemin des Verriers. Ensuite, on a Dina Mouamoussa, 25 ans, qui est une jeune Coulommiéroise, qui est chargée de clientèle et qui, elle, est intervenante et notamment qui entraîne nos équipes de lutte au gymnase Céline Dumerc dans le cadre de sa passion pour la lutte. J'ajoute que Dina Mouamoussa habite l'avenue Eugénie Coton, donc dans le quartier de la cité Auriol. Ensuite, Gérard Bousseton, 70 ans, maître artisan pâtissier,
chocolatier. Il est bien connu des Colombiérois puisque c'est lui qui a mis en œuvre et qui a été à l'initiative de la création du Salon du chocolat sur cette commune, qui est une manifestation phare que nous proposions aux habitants et même extérieurs, puisqu'il y avait jusqu'à 3000 personnes qui participaient à ce salon, avec des exposants chocolatiers qui venaient de tout le département. Donc lui, qui habite sur la partie un petit peu médiane de la commune, le long de l'axe du général de Gaulle, et qui a également été élu sous les mandats de Michel Dasseux. Ensuite, Dominique Attingré, 76 ans, qui est une enseignante retraitée, donc qui habite au bourg de Coulognier-Chamiers. Voilà, Dominique a également été chargée de la démocratie, d'appliquer la démocratie participative, conseillère déléguée à la démocratie participative. Elle est également adhérente à la libre pensée, c'est une pacifiste et également présidente d'une association qui œuvre dans le cadre de l'aide à mourir dans la dignité. Ensuite, Jean-Charles Vendroux, 56 ans, cadre supérieur à la Poste, qui a aussi une expérience de conseiller municipal, qui habite sur la partie ouest de la commune, sur le plateau, face au lycée agricole. Également Sylvia Beissou, 31 ans, auxiliaire de vie, qui habite la cité Auriol, qui est une jeune colistière qui n'a pas d'expérience de conseillère municipale et qui est bien implantée dans la vie de son quartier et de la cité Jacqueline Auriol. Serge Sacré, 59 ans, professeur de musique, qui habite sur la partie de Bas-Mondissou de la commune. Antonia Benis Arroyo, 47 ans, responsable des achats, qui habite le bourg, lotissement des Clairières, qui non plus n'a pas d'expérience d'élu et qui apportera aussi, j'en suis sûr, une expérience de citoyenne et colombiéroise à aviser pour notre équipe. Jean-François Sorbier, 32 ans, artisan plombier, qui est installé rue Jules Valiès, donc un artisan qui aussi intervient et qui travaille beaucoup sur la commune. Sandra Robin, 57 ans, enseignante, qui a déjà une expérience de conseillère municipale sous le mandat précédent, qui habite sur la partie médiane de la commune. Jérôme Castan, qui habite Allée de Plancher, à 51 ans, qui est gardien d'immeuble, qui n'a jamais été élu, lui. Martine Bossoubre, 71 ans, qui habite la rue Pierre-Semard, donc sur une partie à l'arrière du bourg, qui est employé administratif d'entreprise, retraité, qui n'a pas été élu. Jean-François Delmont, enseignant, 61 ans, lui qui habite la rue Lyoté, donc c'est un quartier bien connu des Colombiérois où malheureusement a eu lieu l'effondrement de chaussée. Oui, en allant vers le cimetière, oui. Cadra Cellier, 75 ans, vendeuse, retraitée, donc qui habite la cité Auriol, la rue Albert Camus, et qui participe souvent aux animations avec l'association... Cadra Cellier qui fait partie du conseil citoyen de Jacqueline Auriol, du Bas-Chamiers. Oui, qui fait partie du conseil citoyen du Bas-Chamiers et qui également participe aussi aux animations proposées par Oui-Dire. Voilà, et qui a été, je crois aussi, qui a participé à la réflexion pour la mise en place de l'ANRU sur ce quartier-là. Vincent Gendre, 26 ans, assistant technique, formateur produit, donc qui habite les résidences La Byzantine, en dessous de Pago. Marie-Claire Renaudet, 69 ans, agent de service hospitalier, qui habite sur la partie des Crouchots Est de la commune. Vincent Naille, 28 ans, chargé conseiller de clientèle, qui habite le bourg, à Coulognier-Chamiers. Martine Girard, 77 ans, éducation nationale, donc retraité de l'éducation nationale, qui participait et a participé au conseil de vie de l'EHPAD Jean Gallet, qui habite rue du Colonel Marguerite. Paul Lagarde, 42 ans, technicien méthode SNCF, qui vit sur la commune et travaille aux ateliers SNCF de Périgueux.
qui n'a jamais été élue. Sophie Duché, 39 ans, éducatrice spécialisée, qui a été conseillère municipale lors d'un précédent mandat et qui habite Les Andrieux, sur la partie la plus ouest de la commune. Gilles Joubert, 75 ans, agent de la Poste, retraité. Gilles est également un militant sportif et associatif, bien connu dans le milieu du cyclisme. Catherine Vacheroux, 73 ans, infirmière retraitée, qui fait également partie du conseil citoyen et qui a apporté son éclairage et notamment est intervenue dans le cadre des réflexions pour la mise en place de l'ANRU sur le quartier Jacqueline-Auriol. Alain Huchet, 75 ans, conducteur SNCF retraité, Alain qui est particulièrement sensible aux questions culturelles et également chargé de la mémoire lors de nos célébrations et cérémonies de l'armistice. Et enfin, Kautar Abassi, 58 ans, docteur en pharmacie, qui est installé sur la partie du Bachamier avec sa pharmacie. Donc voilà pour tous les conseillers municipaux, potentiels conseillers municipaux, les gens qui sont sur votre liste, Patrick Capot. Je vais vous donner aussi des engagements des associations qui sont venues en studio, notamment celle de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, de l'association Informatique et Liberté, SOS Forêt d'Ordogne, et puis de l'association Anticorps 24 aussi qui demande aussi des rediffusions vidéo des conseils municipaux, etc. Donc je vous donne ça après. Donc vous serez informé des demandes aussi du milieu associatif. Ça fait partie aussi de la transparence que l'on doit dans le cadre de l'exercice d'un mandat, rendre plus transparent le mandat, rendre plus compréhensibles et transparentes les décisions d'un conseil municipal. Donc maintenant, vous avez 1 minute pour conclure sur votre candidature. Ouais, d'abord, ce que je tiens à dire, c'est qu'on l'a vu dans le cadre de cette campagne, les Colomiérois nous l'ont dit, cette commune a besoin d'un nouveau souffle et donner un nouveau souffle à notre commune Coulugné-Chamiers, qui mérite mieux que l'actuelle gestion d'un maire dont la majorité, on l'a vu durant ce mandat, s'est fracturée et ces querelles issues de cette fracture n'auguraient rien de bon pour l'avenir de notre commune qui a besoin d'une équipe soudée, une équipe compétitive et investie pour des choix justes et solidaires. Ces choix que nous assumons pleinement de gauche et fortement teintés d'une couleur citoyenne. Donc merci Patrick Capot d'avoir présenté votre programme, d'avoir présenté votre liste. Vous pourrez écouter donc cette émission aux rediffusions le samedi 7 mars à 9h et le mercredi 11 mars à 18h. Il y aura un débat qui est programmé pour le mardi 10 mars à 14h et qui sera rediffusé aussi le jeudi 12 mars à 8h et le vendredi 13 à midi. Je remercie Antoine Ardouin pour la régie, je remercie aussi toujours Aïda pour ses conseils, Émile Tranchon pour la technique vidéo et puis n'oubliez pas donc d'aller voter ce dimanche 15 mars 2026. Merci Patrick Capot. Merci à vous.